Bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo réaction sur un sujet que moi-même je n'ai pas beaucoup suivi, j'avoue. Donc on regarde une nouvelle vidéo, donc on va faire une vidéo réaction sur l'affaire du vol Malaysia Airlines. Le vol 370 qui est survenu donc le 8 mars 2014. Peu après son décollage justement de Kuala Lumpur, donc de la Malaisie, qui était en destination de Pékin en Chine. Cette disparition a eu beaucoup d'ampleur, on va dire, dans l'histoire. Et donc aujourd'hui, on va regarder une vidéo quand on parle sur ce sujet. Alors, je n'ai aucune idée. Regardons cela. L'affaire du vol Malaysia Airlines 370 ou MH370 commence dans la nuit du 8 mars 2014. Ok. Cette affaire commence à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, un pays situé au sud-est de l'Asie. 227 passagers et 12 membres de l'équipage montent à bord d'un Boeing 777, un avion de ligne souvent dédié au long courrier, réputé pour être l'un des plus sûrs de la planète. Ce vol, qui devrait durer 5h34, part en direction de Donc, it's a fail. Pékin, la capitale chinoise. Les 2 tiers des passagers sont chinois, certains, dont les membres de l'équipage, sont malaisiens, mais on retrouve aussi des Indonésiens, des Australiens, quelques Indiens et 4 Français dont je vous parlerai un peu plus tard. Il est minuit. Ah, il y a aussi des Français. Ah ouais, d'accord. Et 41 minutes, l'avion décolle à l'heure et la première demi-heure de vol se passe bien. La nuit est calme et un peu après 1h du matin, l'avion quitte l'espace aérien de la Malaisie et doit rejoindre celui du Vietnam, le pays voisin. À ce moment-là, le commandant du MH370 passe un dernier appel au contrôleur aérien malaisien. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Les contrôleurs vietnamiens basés à Ho Chi Minh s'attendent donc à prendre le relais, mais aucun contact ne sera établi de la part du pilote. À Ho Chi Minh, on commence à s'inquiéter un peu et à 1h20 du matin, l'avion blackout. Toutes ces sources de communication sont Attends, là, il s'est passé combien de temps là? Une demi-heure? coupées en même temps. D'un coup, d'un seul, le MH370 n'est plus visible par aucune tour de contrôle. Il n'y a pas une seconde à perdre. Dès que les radars perdent l'avion de vue, le centre de crise de la Malaysia Airlines se met en alerte rouge. C'est très anormal et très inquiétant de perdre contact avec un avion comme ça. Ce que je viens de vous raconter là, c'est tout ce dont on est absolument certain concernant la disparition du vol MH370. J'ai pas l'habitude de dire ça dans mes vidéos, mais à partir d'ici, tout ce que je vais vous raconter est désormais à prendre au conditionnel. D'accord. C'est quand même assez, j'ai envie de dire, badass de savoir, de monter dans un avion et de dire, ouais, voilà, je vais aller en vacances, etc. Je vais aller en Chine, au Portugal, en France, je sais pas où. Et que tout à coup, d'un moment donné, les personnes que tu connais, on va dire, donc tes meilleurs amis, peut-être l'un de ta famille, etc., qui étaient dans cet avion, disparaît et aucun peut venir t'aider et en te disant écoute, c'était ça, c'est quand même, si on regarde bien, assez badass. Bizarre. À 6h30 du matin, l'avion est attendu à Pékin, mais il n'arrivera jamais. Les panneaux d'information affichent un retard. Les proches des passagers qui sont venus les chercher commencent à se poser quelques questions. Du côté des autorités, c'est la panique. L'avion Badass quand même. a assez de carburant pour tenir jusqu'à 8h30, mais au-delà de cet horaire, si aucun aéroport au monde n'annonce l'avoir accueilli, ça veut dire que quelque chose de vraiment grave s'est produit. 2 heures passent, l'horloge affiche 8h30 et le MH370 n'a toujours pas donné de nouvelles. Les familles essaient d'obtenir des informations, mais on ne veut rien leur dire. En Beaucoup de retard l'avion. fait, on ne peut rien leur dire car Nous on rigole, mais c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Imaginez-vous, un de vos proches part comme ça, hop, à un moment donné, tu le retrouves plus, tu l'attends, il est où? personne ne Chelou, sait rien. Tout le monde est affolé. Les familles doivent faire face désormais à des centaines de journalistes qui commencent à s'intéresser à l'affaire et qui débarquent progressivement dans l'aéroport de la capitale chinoise. Pendant plusieurs jours, l'incertitude plane. Personne ne sait dire où est l'avion. Au même Plusieurs jours. En plus, ce genre de situation-là me rappelle un tout petit peu la série Manifeste, que d'ailleurs il y a eu réellement, attention, il y a eu réellement un avion qui est disparu et qui est revenu 30 ans après. Donc on va aborder ce sujet dans une autre vidéo parce que c'était aussi intéressant de voir.
Au même moment, il se passe pas mal de choses sur Internet. On dit qu'un travailleur d'une plateforme pétrolière dans la mer de Chine du Sud aurait vu un avion en feu dans le ciel, à peu près là où le MH370 a été détecté pour la dernière fois. Sauf que le 10 mars, 2 jours après le blackout du MH370, la Malaisie annonce une information qui ne va pas du tout, mais pas du tout dans ce sens. En gros, rien n'est sûr, mais un de leurs radars militaires aurait détecté la présence d'un avion, très probablement le MH370, complètement en dehors de sa trajectoire prévue. Qui plus est, le téléphone du copilote, Farik Abdul Hamid, aurait activé une antenne du réseau téléphonique terrestre à peu près au même endroit, au sud de l'île de Penang. Et c'est très étrange, puisque ça voudrait dire que l'avion aurait fait un demi-tour complet par rapport à sa trajectoire initiale. Les familles des passagers, qui attendent encore des informations à l'aéroport de Pékin, font face à une grande confusion. Ah, attends, ça serait bizarre. On leur présente des informations complètement contradictoires. En parallèle, le gouvernement malaisien active des équipes de recherche et de sauvetage. Mais pour aller où? Sans infos et sans... J'allais dire, s'ils savent pas où il est, s'ils savent pas où est-ce qu'il est disparu, s'ils savent pas où, etc. Pour aller faire un truc de sauvetage, pourquoi faire, frère? Pour aller où? On ne sait pas où chercher. Le mystère du MH370 s'épaissit. Le monde entier s'y intéresse. Des ingénieurs s'unissent sur Internet pour essayer de trouver des réponses. Ainsi, 2 groupes de recherche importants se créent, le TomNode et The Independent Group. Ces scientifiques regroupent toutes les informations possibles sur le MH370, des images satellites, mais aussi des informations techniques sur l'avion, pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Ok. Changement de cap. Le 15 mars 2014. Et je crois, attention, je crois qu'il y a aussi un documentaire sur Netflix, si je ne me trompe pas, sur cette affaire. Donc il faudrait que je le regarde. C'est pour ça que c'est, on va dire, bien que je fasse ces vidéos réactions, parce qu'en fait, j'arrive un peu à rentrer dans la matière. Une semaine après la disparition de l'avion, le Premier ministre malaisien, Najib Razak, fait une annonce cruciale. It was brought to our attention by the Royal Malaysian Air Force that based on their primary radar and aircraft, the identity of which could not be confirmed, made a turn back. À partir de là, l'affaire du MH370 devient une véritable... Attends, ça ce que vient de dire, c'est que les radars, ils ont vu que l'avion a fait demi-tour. Mais la question que je me pose, le radar de contrôle là, de l'aéroport, où est-ce qu'ils sont partis, ils l'ont pas vu ou on peut désactiver je sais pas d'ailleurs, je suis pas pilote d'avion, je n'ai aucune idée. Mais est-ce qu'on peut désactiver aussi qu'on se voit dans le radar, ça veut dire manuellement du pilote, en disant que voilà, maintenant je vais désactiver pour qu'il ne me voie pas. Est-ce qu'on peut le faire? Ou est-ce que c'est quelque chose d'automatique que manuellement tu ne peux pas désactiver? Parce que si c'est vraiment le cas, je me pose la question. Donc si c'est vraiment, on va dire, admettons que c'est la logique, elle est juste, qui disent ouais, l'avion il a fait demi-tour, etc., etc. Ok, mais la tour de contrôle de cet aéroport aurait dû le voir qu'a fait demi-tour l'avion, non? Énigme. Pourquoi l'avion a-t-il dévié de sa route? Où est-il à présent? Ces questions restent sans réponse, mais une piste parvient alors aux autorités. Il s'avère que un des équipements de l'avion, qui lui n'aurait pas été désactivé, a pu communiquer avec un satellite de la société britannique Inmarsat, situé juste au-dessus de l'océan Indien. Alors, à la base, les satellites Inmarsat servent à assurer le réseau téléphonique. Mais là, des experts arrivent à récupérer les données captées par leurs satellites et à les exploiter. Bon, j'ai sous les yeux des détails très techniques, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à ces données, ils arrivent à déterminer 2 trajectoires potentielles que l'avion aurait pu prendre après que le satellite l'a capté. 2 pistes. Soit le MH370 est parti vers le nord, et donc il aurait volé au-dessus du continent asiatique, soit il est parti vers le sud, donc au beau milieu de l'océan Indien. Pour la Malaisie, en tout cas, une chose est claire. L'avion a délibérément été détourné. L'affaire du MH370 devient alors officiellement une enquête criminelle. Le 24 Comme je l'ai dit, c'est un peu bizarre. mars 2014... Parce que s'il a fait le demi-tour, qu'il est retourné en arrière, parce qu'au départ, il est parti tout à fait normal dans la bonne direction, on est bien d'accord. Donc s'il aurait fait le demi-tour, qu'il est retourné en arrière, le contrôle, l'aéroport, là où il est parti, il l'aurait vu. C'est ça ce que je comprends pas en fait.
soit un peu plus de 2 semaines après la disparition du vol. Pendant une conférence de presse organisée en Malaisie, le ministre des Transports malaisien, Hishamuddin Hussein, annonce les conclusions d'Inmarsat. All search efforts are now focused in the southern part of the southern corridor. L'avion aurait donc emprunté la direction sud. Il n'aurait donc pas volé au-dessus du continent asiatique, mais en partant vers le sud, il se serait dirigé au fin fond. Ouais, mais ça veut dire qu'il a fait demi-tour. Donc moi, le problème numéro 1 dans toute cette histoire, c'est qu'il a fait demi-tour. Et c'est pas logique. De l'océan Indien. Ça veut dire que, quelle que soit la raison de ce détournement, l'avion a forcément manqué de carburant et n'aurait de toute façon pas pu atterrir où que ce soit. Et ça veut dire que, à l'heure qu'il est, au moment où cette déclaration est faite, le MH370 est sans doute écrasé quelque part. Ouais, mais ça veut dire aussi qu'ils ont abandonné l'histoire, quoi. Les passagers de l'avion sont probablement tous décédés. Les familles, évidemment, sont dévastées. Après, il faut pas s'étonner que les gens ils réagissent comme ça, 2 semaines après. Bon, après, soyons honnêtes. Je veux pas maintenant lever le respect à toutes ces personnes qui attendaient leurs proches, etc. 2 semaines après, tu penses encore que tes proches sont vivants. Tout le respect, bien évidemment. Je suis pas là maintenant pour juger, hein. Attention, peut-être que moi, à la même place, j'aurais peut-être cru la même chose. Mais je veux dire, 2 semaines après, frère. Les familles veulent que la Malaysia Airlines prenne ses responsabilités. Alors, des manifestations... Ouais, la responsabilité, ok. Mais je veux dire, une airline de l'avion, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ce cas ? Ça, c'est la question numéro 1. Les plantes sont organisées à l'ambassade malaisienne de Chine, puisque, je vous le rappelle, une grande majorité des passagers du vol étaient chinois. En fait, beaucoup considèrent que la communication de la compagnie est insuffisante, que ses déclarations sont contradictoires et embrouillent les familles déjà émotionnellement fragiles. Les proches et les familles des passagers sont clairs, la Malaisie ment. Mais y a-t-il quelque chose avec la Malaisie et les Chinois, hein ? Ça, c'est ma question. Que j'ai pas pu suivre, hein ? La théorie, hein. Ok, le pilote, ok, vas-y, voyons voir maintenant les théories, parce que moi, là, j'en ai pas. Franchement, là, je suis en plein délire, parce que je me pose la question, d'accord ? Eux, ils disent que, à la logique, d'après eux, l'avion a fait donc demi-tour et est parti de l'autre sens. Question numéro 1, je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi la tour de contrôle de l'aéroport où il est parti, ils l'ont pas capté? Ça, c'est la question numéro 1. L'autre logique, on va dire que, certes, ça pourrait pas... Mais l'autre logique, c'est peut-être il y avait un passager dans l'avion qui voulait peut-être kidnapper les passagers ou ou laisser faire demi-tour à l'avion. Même ça, je me dis, mais tu peux le voir sur le radar. Mais voyons voir les Pour tenter théories. de comprendre ce qui s'est passé avec l'affaire du vol MH370, plusieurs théories émergent. Ce dossier est un dossier hyper complexe. Je vais pas pouvoir dans cette vidéo développer toutes les théories, mais enfin cette première, la théorie du pilote, c'est celle qui semble la plus évidente au début. L'avion aurait été détourné par le pilote lui-même, le capitaine de ce vol MH370, Zahari Ahmad Shah. Ce pilote de 53 ans a rejoint la Malaysia Airlines en 1981 et en 2014, il a plus de 18 000 heures de vol à son actif. C'est loin d'être un débutant. Son profil, c'est un père de famille, un pilote compétent, un ami fidèle. En fait, rien ne laisserait penser qu'il serait capable d'un tel crime. Mais il ne faut écarter aucune piste et au début de l'affaire MH370, les médias se concentrent sur lui. Ainsi, selon cette première théorie, en entrant dans la zone grise entre les zones aériennes malaisiennes et vietnamiennes, le capitaine Zahari aurait éteint tous les appareils électroniques qui rendaient l'avion visible depuis la Terre. Il aurait trouvé un moyen d'être seul aux commandes de l'avion, l'aurait détourné pour se diriger vers l'océan Indien et il l'aurait... Ça veut dire donc que ma logique que je vous ai dit tout à l'heure, je suis un pilote, je peux désactiver la localisation de l'avion. Ou est-ce que je comprends quelque chose de faux ? Attendu que l'appareil n'ait plus de carburant pour se cracher dans l'eau, emportant avec lui tous les autres passagers du vol. Mais ça semble pas trop coller avec le profil du gars. Sauf que quelques jours après la disparition du MH370, le FBI confisque le simulateur de vol de Zahari, cette installation qui permet de reproduire des conditions de vol pour s'entraîner depuis chez soi. Et on l'apprendra 2 ans plus tard, mais... 2 ans plus tard, hein, c'est pas demain. On dirait que c'est des recherches en Italie quand ils doivent chercher un boss de la mafia qui le retrouve 40 ans après. Ah ouais, non mais il était là en fait. Ah mince. Ah son nom il est même écrit sur la porte. Ah mince, on l'a pas vu. Comment tu peux prendre 2 ans de temps à trouver ça?
on va dire, la première chose que tu vas trouver, enfin que tu vas chercher, parce que les pilotes, je sais qu'ils s'entraînent toujours sur les simulateurs. La première chose que tu fais, tu vas voir à quoi il s'est entraîné. Pas qu'il s'est entraîné peut-être à faire le tour là, dans le Fly Simulator, pour voir où est-ce que je peux tourner. Parce que là, c'est illogique, frère. Ce que le FBI retrouve dedans est alarmant. Le FBI dit y avoir retrouvé une simulation de vol en plein milieu de l'océan Indien, moins d'un mois avant le fameux vol du MH370. Alors, les deux trajets, celui du simulateur et celui du MH, ne sont pas totalement identiques, mais la similarité semble suffisante pour qu'elle soit interprétée comme une preuve de culpabilité du pilote. Bon, cette théorie, c'est la plus relayée au début, mais est-ce qu'elle tient vraiment debout ? Les recherches dans le vide. 30 jours après sa disparition, les recherches du MH370 ont déjà coûté plus de 50 millions de dollars. Ce sont les recherches les plus coûteuses jamais enregistrées dans l'histoire de l'aviation. Un an après, et malgré les efforts combinés de 12 pays différents, aucun débris n'est retrouvé, puisque lors d'un crash, on retrouve souvent très vite des bouts d'avion qui... Bah oui, c'est ça. C'est ça ce qui est intéressant, parce que si, on va dire, le pilote a fait ce genre de truc, d'accord ? Et qu'à un moment donné... il s'est crashé parce qu'il voulait absolument se crasher, il voulait... Et si l'autre homme, là, qu'il a dit, celui-là qui travaillait dans le truc de pétrolier, « Oh, j'ai vu un avion qui brûlait dans l'air hein, dans cette situation-là, enfin dans cette position-là, où l'avion est passé. » Mais où sont les débris ? Parce que les débris ne restent pas en dessous l'eau, en dessous de l'eau. Quelque part, les débris... à un moment donné, ils vont apparaître. Cette première théorie du suicide du pilote n'est pas convaincante pour tous. Bah mais je vous le disais, d'autres théories rapidement émergent. Et juste après la Maintenant, ils vont venir. Ouais, c'est l'OVNI qui l'a apporté. Attends. disparition du MH370, des groupes de recherche se forment sur Internet. Et l'un des membres du Independent Group, le journaliste américain Jeff Wise, va lui aussi élaborer une théorie très politique. Ah merde. C'est les Chinois qui ont un bunker sous l'eau. Ils vont inventer un truc comme ça. La Russie, ah ouais. Pour ce journaliste américain, les Russes sont clairement impliqués dans l'affaire. Déjà, remettons un peu de contexte. Donc ça veut dire les Russes sont complètement impliqués et ils arrivent à faire disparaître un avion sans lâcher de débris, sans lâcher quelqu'un en vie, sans savoir où l'avion se trouve. Ah ouais, mais ça serait fort. Ça serait fort. Ça veut dire que la Russie a le pouvoir de faire disparaître quelque chose et quelqu'un sans que le monde le sache où il se trouve. C'est hallucinant. 17 juillet 2014, à peine attention l'Ukraine. Hein. 3 mois après la disparition du MH370. Ça veut dire si Zelensky vole avec l'avion et part, on va dire, allez, rendre visite en France Macron, et que la Russie veut qu'il disparaisse, alors à un moment donné, hop, son avion est disparu. Allez, il est plus là. Allez, salut, à la prochaine. Je veux dire... Notre vol de la Malaysia Airlines est abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine. L'incident provoque la mort de 298 personnes et une enquête révèle qu'il est presque sûr que les forces russes aient fait exploser l'avion. Alors, pour certains, cette catastrophe, c'est la preuve que la Russie est également derrière la disparition du MH370 survenu quelques mois plus tôt. Il faut aussi se souvenir de la situation début 2014. La Russie envahit la Crimée, une région à l'est de l'Ukraine. Ainsi, pour ce journaliste Jeff Wise, le gouvernement russe aurait commandité le détournement du MH370 comme une diversion. Une diversion pour que les médias se concentrent plutôt sur cette mystérieuse disparition plutôt que sur le conflit en cours. Toujours selon Jeff Wise, un passager russe du vol aurait réussi à accéder au cerveau électronique de l'avion pour le faire disparaître des écrans radars. Il aurait falsifié des données pour faire croire au satellite Inmarsat que l'avion se dirigeait vers le sud alors qu'il conduisait l'avion vers le nord. Américain, dès qu'il y a un petit morceau de russe dans une affaire, c'était les Russes. Non, mais c'était les Russes. Même s'il y avait 14 millions d'Américains et un Russe, c'était le Russe. Ouais, pour les Américains, c'était toujours le Russe. Alors attention, maintenant je suis pas là pour dire non mais c'est impossible que les Russes fassent ça. Attention, je dis pas ça non plus. Mais ça me semble un tout petit peu illogique. Parce que si l'avion est disparu, d'accord, ça veut dire que l'avion il s'est crashé quelque part. Alors là, il n'y a aucun doute, d'accord. Donc l'avion ne peut pas avoir, même s'il a, on va dire, désactivé la localisation, etc., machin. Mais l'avion, il est atterri quelque part.
À part si d'un russe, tout à coup, tu me dis la moitié de l'avion était pour le russe. Alors, là, je sais pas. Parce que là, c'est bizarre ton histoire, là. Le Kazakhstan, Parce qui est qu'on donc m'a dit un État que sous- la plupart des... tout à l'heure, en fait, on avait dit que la plupart des passagers, c'était des Chinois et des Vietnamiens et un tout petit peu d'Australiens. Et 4 Français. C'est ça ce que j'avais compris. Donc, il n'y avait aucun mot sur un Russe. forte influence russe. Ainsi, le MH370 ne se serait pas crashé, mais aurait été détourné, puis détenu par le gouvernement russe. Bon, le problème, c'est que beaucoup d'ingénieurs réfutent cette théorie. Déjà, pour eux, il est impossible de prendre comme ça le contrôle d'un avion depuis le compartiment électronique. Ça, pour les ingénieurs, ça relève du scénario hollywoodien, mais pas de la réalité. Et puis, cette théorie impliquerait que les Russes étaient en mesure de savoir qu'on exploiterait les données Inmarsat pour déterminer la trajectoire de l'avion, sauf que ça n'avait jamais été fait auparavant. Je vous le disais, Inmarsat, c'est une société télécom, pas une société qui produit des radars. C'est donc... Enfin, des débris. Ah, des débris ont été trouvés. On est le 29 juillet 2015, plus d'un an après la disparition du vol MH370, sur une plage peu fréquentée de l'île de la Réunion. Et un marcheur qui longe cette plage de l'océan Indien retrouve un morceau d'aile d'avion. Rapidement, les autorités font des analyses, le résultat tombe, il s'agit très probablement d'un débris du MH370. Mais les débris qui sont apparus un an après, ça me fait encore plus rigoler parce que franchement, c'est illogique. Affirmation que l'avion se serait bel et bien abîmé en mer et que leurs proches ne reviendront sans doute jamais. Dans les mois qui suivent, les recherches sur la côte est de l'Afrique s'intensifient pour tenter de trouver d'autres débris de l'avion. Et un drôle de gars de 58 ans, un avocat américain, se met en tête de résoudre l'énigme du MH370. Ce gars s'appelle Blaine Alan Gibson. Toute cette affaire le fascine. Déjà, quand il y a un Américain dans le complot, dans le truc... Et il a très envie d'aider. Alors il fait ses recherches, il part sur le terrain, où il espère trouver des débris de l'avion. Et ça marche. Il découvre un débris sur une plage du Mozambique, en Afrique de l'Est, et en fait, il trouve même pas mal de débris. Ça semble d'ailleurs un peu suspicieux, pour beaucoup de gens qui se demandent d'où lui vient cette drôle de chance. Tout à l'heure, donc un peu plus près... allez, on va dire vers le début de la vidéo. Alors, on m'a dit que... Enfin, il a dit que, tout au début, il y a eu une participation de 12 pays, ok, de 12 pays à la recherche de cet avion. Et que cela aurait coûté 50 millions d'euros jusqu'à présent. Et là, un journaliste quelconque, comme par hasard, va en Mozambique et trouve 50 débris de l'avion. Et les 12 pays qui ont participé, qu'on a dépensé 50 millions, n'étaient même pas capables d'en voir un seul. Et là, comme par magie, plein de débris ont été retrouvés par un simple journaliste. Frérot, tu me la racontes un peu de travers. Tant d'autres débris sont trouvés un peu partout sur la côte est africaine, en Tanzanie ou à Madagascar. Beaucoup d'entre eux sont confirmés comme appartenant au MH370 par les autorités, mais les théories du complot explosent sur internet. Comme certains de ces morceaux n'ont plus de plaque d'identification, on dit qu'il ne s'agit pas en fait des débris du MH370, mais d'un autre avion planté là pour faire croire à un crash. Pour Jeff Wise, le journaliste américain, c'est probablement encore un coup des Russes. Bah ouais, mais les Américains... C'est ce que je vous ai dit. Mais pour beaucoup, il y a aussi une zone d'ombre autour de l'implication des Américains dans cette affaire. C'est en tout cas ce que pense Ghislain Watrelot, ce Français directeur de l'entreprise de ciment Lafarge en Chine, car oui, je vous le disais, dans ce vol MH370, il y avait aussi 4 Français. La femme de Ghislain, Laurence, âgée de 52 ans, sa fille, Ambre, qui avait 13 ans, son fils, Adrien, 17 ans, et Yan Zhao, la petite amie d'Adrien. La famille de Ghislain Watrelot était partie en vacances en Malaisie. Quand elle disparaît, ce père de famille est évidemment dévasté et il décide de mener lui-même l'enquête. Il quitte son boulot en étant persuadé qu'on lui ment et qu'il ne sera jamais mieux servi que par lui-même. Durant le vol du MH370, 2 avions satellites américains, des AWACS, auraient surveillé l'avion de près. Pourtant, aucune information n'a été partagée par les États-Unis au sujet de ces 2 avions. Pour Florence de Changy, une correspondante de la radio RFI et du journal Le Monde en Asie, c'est absolument impossible de perdre un avion et de n'avoir aucune idée d'où il se trouve. Ce qui m'énerve le plus là-dedans et ce que je trouve inacceptable, c'est que on ne peut pas dire en 2014 qu'un Boeing 777 avec 239 personnes a disparu. Et pour tenir de telles affirmations...
Bah ouais. Plusieurs éléments lui mettent la puce à l'oreille. Déjà, une membre du groupe de recherche Tom Nod, la photographe Cindy Hendry, aurait observé dès 2014, grâce à des images satellites, des débris du MH370 en mer de Chine et non pas dans l'océan Indien. Chose étrange, c'est que ces débris n'ont jamais été retrouvés par les autorités. Il y a trop de complots à l'arrière. Ça veut dire que la Chine, d'après la logique, aurait mis dans un avion passager des trucs militaires que la Chine aurait besoin de la... Mais ça serait illogique. Mais un détournement, tu peux pas le faire si tu le vois. Bon, il n'empêche que beaucoup de gens continuent de croire à l'implication des Américains dans la disparition du vol MH370. Pour Ghislain Wattrelos, ce père de famille qui a perdu femme et enfant, il est aussi possible que l'avion ait été abattu pour empêcher un terroriste qui... Mais s'il a été battu, là, je répète encore une fois, parce que là, c'est quand même illogique. S'il a été abattu, comme tout le monde le dit, d'accord ? Bah, il doit y avoir, ou il devrait y avoir, des débris quelque part. Tu vas pas me raconter que les Américains peuvent faire disparaître tous les débris d'un avion abattu. aurait hijacké l'avion, de le faire s'écraser sur une base militaire américaine et de revivre une catastrophe du type 11 septembre. Sacrifier 239 personnes pour en sauver supposément des milliers. Et cette idée de détournement pour empêcher un attentat, elle ne sort pas de nulle part. Je comprends pas. Que le vol n'a plus donné de nouvelles et que l'histoire a fait le tour du monde, certains témoignages ont fait surface. Le 8 mars 2014, le jour de la disparition de l'avion donc, des habitants des Maldives, en plein milieu de l'océan Indien, auraient aperçu un avion qui aurait pu correspondre au MH370. Aurait pu. Volé à basse altitude, il avait donc c'est logique. Aurait pu, aurait dû, ça n'aurait pas eu. Mais c'est quand même assez badass, j'ai envie de dire, d'avoir tous ces complots droite et gauche, tous ces témoins droite et gauche, et personne, j'ai envie de dire, se pose la question si c'est réellement réel de ça ce qu'ils disent. Parce que là, c'est déjà le deuxième témoignage de ce qui paraît. Ils ont vu l'avion. Parce que le premier, c'était toujours celui avec le pétrole, là, qui travaille dans le truc de pétrolier, qui a dit « J'ai vu un avion en feu, en l'air, ça avait l'air d'être celui-là. » aurait pu correspondre au MH370. Il volait à basse altitude, il avait les couleurs de la Malaysia Airlines, le bleu, le rouge, et il se serait dirigé vers la base militaire américaine de Diego Garcia. À partir de ces informations, on peut donc penser qu'un terroriste ait pu prendre le contrôle de l'avion en menaçant les passagers et les pilotes et aurait pu l'emmener vers cette base dans l'objectif de s'écraser et de commettre un attentat terroriste. Les États-Unis auraient été mis au courant et pour éviter une catastrophe, auraient préféré faire sauter l'avion plutôt que de risquer un attentat encore plus meurtrier. D'après leur logique, enfin d'après leur calcul, pas la logique, d'après leur calcul, l'avion aurait pu voler jusqu'à 8h30 du matin. C'était le gros maximum qu'il aurait pu faire avec le carburant. Et donc l'avion là de truc a été vu à 9h15. Ça veut dire un peu trop tard. Et qu'est-ce qu'ils ont vu alors? Ça c'est ma question. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu l'avion là, d'accord. Mais ils ont vu quoi comme alors, comme avion? Ou est-ce qu'ils nous ont raconté des salades seulement pour dire... Je capte pas. Toujours est-il que Ghislain Wattrelos, qui a perdu 3 membres de sa famille, je vous le rappelle, souhaite encore aujourd'hui, plus que tout, avoir des réponses. Et c'est bien normal. Voyant que l'enquête malaisienne ne donne rien, Ghislain décide de porter plainte auprès de la justice française dès le 14 mars 2014 pour enquêter sur le détournement supposé du MH370. Et Ghislain Wattrelos va porter plainte pour acte terroriste pour que l'affaire soit traitée avec le plus grand des sérieux. En 2017, il rencontre le président François Hollande qui lui affirme que la France ne sait rien. En janvier 2017, la Malaisie annonce officiellement que son enquête est suspendue jusqu'à nouvel ordre. La douleur est atroce pour les familles des victimes qui ne peuvent maintenant plus compter que sur leurs propres efforts et éventuellement sur ceux de l'enquête française. Le mystère qui entoure la disparition. Parce qu'à un moment donné, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est enfin la vérité, ce que s'est passé, pour qu'au moins ils puissent au moins avoir la paix et la certitude. Ok, c'est passé comme ça, point barre. La détresse de ces milliers de personnes qui ont perdu un frère, une sœur, un fils, une mère, c'est absolument indescriptible. Et contrairement à un deuil normal où le temps arrange, ici le temps aggrave. Ceci étant dit,
Il reste une dernière théorie. Une dernière théorie dont je voudrais vous parler, qui a fait surface un peu plus tard que les autres, mais que je trouve particulièrement intéressante puisqu'elle ne fait intervenir ni détournement, ni hackers russes, ni intervention des Américains. Ok. Ah là, ok. Là, ça serait plus la logique. Premier, là, qui aurait vu un avion en feu. En fait, certains experts se sont demandé si, le 8 mars 2014, il n'y aurait pas eu tout simplement un incendie dans le cockpit. Si je suis cette théorie, le feu aurait pu directement déconnecter les systèmes de communication. Ouais, mais ça, c'est pas logique. Il n'y a pas eu un incendie, tout à coup l'avion, hop, parti. L'avion il vole, il y a un incendie, ça brûle. Mayday, 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 il y a un autre avion, il est en train de brûler, qu'est-ce que je fais? Donc quelque part, le mayday, tu l'entends. Pas ça se brûle comme ça, hop, il n'y a plus rien. Illogique là. Oxygène, à plusieurs kilomètres d'altitude, le feu se serait éteint et le pilote aurait tenté de changer de cap plusieurs fois. D'où le demi-tour pour essayer de faire atterrir l'avion. Mais c'est illogique. C'est illogique, ça marche pas, c'est illogique là ce que tu me racontes, c'est pas possible. Heureusement, tout le monde aurait perdu connaissance avant que ce soit possible. Et le Boeing 777 aurait continué sa route en pilote automatique jusqu'à ce que, à court de carburant... Mais s'il aurait continué la route en pilote automatique, il serait allé vers la destination. Il se crache en plein océan. Cette théorie définitivement avec celle du pilote. D'ailleurs, le pilote automatique, ça marche pendant l'incendie, mais la localisation, elle fonctionne plus. Bizarre ton jeu. C'est la moins extravagante. Mais une fois de plus, elle semble ne pas devoir marcher. En fait, selon des experts aéronautiques, il aurait fallu que l'incendie en question soit absolument massif pour qu'il soit capable de débrancher les systèmes de communication. Or, si ça avait été le cas, un tel incendie n'aurait pas permis de voler aussi longtemps après son extinction jusqu'au fond de l'océan Indien. Ben justement. Suite à la fin de l'enquête malaisienne qui n'a rien donné, je vous le rappelle, un rapport final est publié en juillet 2018. Je vous donne sa conclusion parce que je crois que c'est important. Le capitaine était apte au pilotage, l'avion était apte au vol. Le rapport n'exclut pas que l'avion ait été détourné pour des raisons malveillantes, mais ce rapport officiel ne peut ni dire par qui, ni pourquoi. It is painful because we do hope that this is not the end of the story. Aucune véritable explication n'est apportée au drame du MH370. Bah, aujourd'hui, en vérité, il n'y a que peu de choses dont on est absolument certain. Le MH370 a bien décollé le 8 mars 2014 à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et on a bien perdu la trace du vol entre la Malaisie et le Vietnam. On n'a pas réellement trouvé des pièces, des trucs, quelque part, pour dire l'avion il s'est réellement crashé. Donc en fait, moi la chose que je comprends pas, c'est que on n'a trouvé rien du tout de cet avion. C'est-à-dire, il est disparu comme Houdini, on l'a plus vu. À un moment donné, je veux dire, ok, tu fais disparaître un avion, on va dire que c'est les complots, machin, russes, américains. Mais à un moment donné, les pièces, les morceaux de cet avion, quelconque chose, je sais pas, quelqu'un. Putain, toi ici, on va dire, dans la rue, n'importe où est-ce que tu vas, tu grilles un feu rouge, t'écrases un chat ou quoi que c'est ça, déjà tout le pays le sait que c'était toi. Parce que soi-disant, une vieille t'a vu passer ce moment-là avec la plaque là, hop, tu peux pratiquement plus rien faire aujourd'hui sans qu'on te retrouve. Et là, ils arrivent à faire disparaître un avion sans trouver de pièces, sans trouver de débris, sans trouver de feu, sans trouver de machin, sans trouver ci, sans trouver ça. Ils ont fait disparaître un avion où on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas s'il est encore complet peut-être quelque part dans un hangar, on ne le sait pas. Parce que finalement, on ne sait même pas, est-ce que l'avion s'est écrasé, est-ce qu'il est détruit, est-ce que peut-être il est dans un parking, dans un hangar, etc., etc. La seule chose qui est sûre, la seule chose peut-être, parce que là non plus on ne le sait pas, mais j'imagine la seule chose qui est sûre, c'est que les personnes qui étaient à bord sont mortes. Ça c'est la chose qui est sûre. Parce que si les personnes à bord seraient vivants, à mon avis, à un moment donné, ils auraient contacté leurs proches. Parce que je ne vois pas, par exemple, des gens se dire commencer une nouvelle vie, ne contacte plus tes proches, etc. etc. Ça aurait été illogique. Donc, ça, c'est la seule chose. Mais on ne le sait pas, ils sont morts comment? Ils sont morts dans un crash d'avion. Ils sont morts parce qu'ils ont été abattus par les Américains, par les Russes, par exemple. Si on continue le complot.
On ne le sait pas. On nous a fait croire que l'avion est disparu d'un moment à l'autre du radar et on l'a plus revu. On l'a plus retrouvé. Plus de pièces, plus rien. Vraiment incroyable. En tous les cas, je vais essayer de regarder le documentaire sur Netflix par rapport à ça. Peut-être que là, il y a plus. Mais en tous les cas, je suis vraiment étonné de cette histoire. Bref, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Bien évidemment, n'hésitez pas de nous suivre aussi sur Patreon parce que là, vous avez les vidéos en avance. Donc, quelques semaines en avance. Ça ferait plaisir si vous soutenez aussi ce projet-là. Sur ce, c'était tout. À la prochaine. Votre Elpa. Allez, salut à vous tous.